Vladimir Poutine l'a dit lors de l'organisation de la coopération de Shanghai que chaque nation doit disposer d'elle-même, que les relations internationales doivent être basées sur le respect de la souveraineté de chaque pays. C'est ce qu'on appelle la multipolarité du monde. C'est-à-dire que chaque nation est libre et que les pays doivent travailler ensemble selon le respect de l'intérêt de chaque pays. Telle est la vision de l'AES, telle est la vision du Sud global. Donc de l'autre côté, on a l'Occident collectif dirigé par les États-Unis, dont la valeur, c'est l'universalisme américain, la démocratie selon la vision américaine, les lois internationales selon la vision américaine, ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial. Donc, et puis le rôle très très dangereux du Maroc. Le Maroc est très très dangereux pour les pays de l'AES, je vais en parler. Et puis le danger aussi pour l'application WhatsApp qu'on utilise tous les jours, WhatsApp, que nos dirigeants doivent en prendre compte de la dangerosité de cette application. Reste ici, je t'explique tout. Comme on avait bien dit, les États-Unis aujourd'hui, ils sont en déclin relatif. Ça, on le sait parce que les États-Unis avaient leur puissance à travers l'armée américaine, à travers le dollar. Et l'armée américaine, c'était une armée, on les appelait même les gendarmes du monde. C'est-à-dire que l'armée américaine est partout dans le monde avec des bases militaires. Et ces bases militaires-là, aujourd'hui, ne sont plus à la page. C'est-à-dire qu'ils sont nombreux, mais ils ne sont pas équipés des missiles hypersoniques qui peuvent porter des ogives nucléaires. Donc ça fait que les États-Unis sont hors jeu. Donc il y a un déclin relatif du point de vue militaire. Avant, les États-Unis pouvaient arrêter toutes les guerres ou s'introduire dans les pays selon sa propre volonté, selon ses propres choix. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On a vu que les États-Unis ne pouvaient pas rentrer en guerre avec la Russie compte tenu du fait que la Russie dispose des missiles hypersoniques qui peuvent porter des ogives nucléaires qui sont inarrêtables. Donc déclin relatif du point de vue militaire. Économiquement parlant, le dollar, c'était la monnaie de référence sur le marché international. Tous les pays avaient le dollar et les pays qui voulaient travailler avec leur propre monnaie comme Kadhafi, ils ont été tués. Et aujourd'hui, le dollar n'est plus la monnaie de référence parce que depuis que les États-Unis ont exclu la Russie du système SWIFT, les Russes ont créé leur propre système. Avant, tu pouvais acheter le pétrole et le gaz russe avec du dollar. Aujourd'hui, c'est terminé. Si tu n'as pas de rouble, tu ne peux pas avoir du gaz russe, tu ne peux pas avoir du pétrole russe. Aujourd'hui, la Russie vend son pétrole à l'Inde en échange du rouble et puis aussi la monnaie, le roupie indien. Et même l'Arabie Saoudite vend son pétrole à la Chine avec du yuan. Donc c'est que les États-Unis considéraient comme l'extraterritorialité du dollar, c'est-à-dire que sanctionner des pays qui ne se soumettent pas à la volonté des États-Unis, c'est terminé. Avant, si tu étais une entreprise, si tu travaillais avec les ennemis des États-Unis, les États-Unis pouvaient te sanctionner, c'est-à-dire de te fermer l'accès au dollar sur le marché international pour que tu ne travailles pas avec les ennemis des États-Unis. Tout ça, c'est terminé, c'était avant. Donc déclin relatif des États-Unis. Mais le plus important à savoir aux États-Unis, c'est l'apparition du nouveau courant de pensée aux États-Unis qu'on appelle les néo-réactionnaires. Les néo-réactionnaires, ce sont qui? C'est par exemple Elon Musk, il fait partie de ce nouveau courant, de cette nouvelle courant de pensée. Il y a aussi le vice-président des États-Unis actuel qui s'appelle J.D. Vance. Il y a des intellectuels journalistes comme Tucker Carlson ou encore la fille Candy Owens. Toutes ces personnalités publiques des États-Unis aujourd'hui qui sont très très écoutées, qui pèsent beaucoup aux États-Unis, donc s'opposent actuellement ce qu'on appelle les néoconservateurs. Les néoconservateurs, c'est eux qui possèdent les deux grands partis politiques américains, c'est-à-dire les démocrates et les républicains. Même les gens qui pensent que Donald Trump s'est embrouillé avec Elon Musk, je pense que ces gens-là se trompent. Je pense que c'est un deal de ces deux hommes pour se défaire tout simplement de la mainmise du parti démocrate et du parti républicain parce que ces deux partis-là sont infiltrés par les néoconservateurs, ces mêmes néoconservateurs qui ont traîné les États-Unis dans toutes les guerres illégales et ces mêmes néoconservateurs qui font prendre des décisions aux États-Unis et qui mènent les États-Unis vers des chaos, vers la destruction du tissu économique via Wall Street à cause de la rapacité du capital. Par exemple, même la Chine s'est beaucoup industrialisée à cause de la désindustrialisation des États-Unis, à cause des transferts de technologies, à cause de la rapacité du capital. Et aujourd'hui, ça a permis à la Chine d'être la première puissance économique. Donc Donald Trump, lui, il arrive, il veut sauver ce qu'il peut sauver.
Sinon, il sait très bien que les États-Unis sont déclassés. Il sait très bien que les États-Unis ne sont plus à la hauteur. Donc, c'est un homme politique, c'est un businessman, mais son problème, il est imprudent, il est arrogant, il n'est pas diplomate. Il n'est pas comme Sergei Lavrov, il n'a pas d'expérience, donc il ne sait pas ce que c'est la diplomatie. Et c'est pour ça il sort 20% des taxes douanières, donc il est arrogant. Et sauf que ce qu'il fait, ça rapproche davantage les pays du Sud global. L'Inde et la Chine ont des grands différends entre eux, mais le comportement maladroit de Donald Trump continue à rapprocher tous les pays du Sud global qui avaient des différends. Par exemple, l'Inde et le Pakistan ne s'entendent pas beaucoup, ils ont des problèmes au niveau de leurs frontières. La Chine et l'Inde ont des soucis, mais aujourd'hui, le comportement de Donald Trump est en train de les rapprocher. Donc, ce qui est important à savoir, c'est la nouvelle pensée, les cancels qui ont apparu aux États-Unis. Cette nouvelle pensée, les néo-réactionnaires qui sont contre les néoconservateurs. Et les néoconservateurs, c'est eux qui contrôlent les partis démocrates. Aujourd'hui, les partis démocrates, c'est eux qui soutiennent ce qu'on appelle le wokisme aux États-Unis, les gens qui soutiennent le changement de sexe entre 14 et 16 ans aux États-Unis, et des gens qui aussi travaillent pour l'immigration massive aux États-Unis, et les gens qui travaillent également pour des guerres illégales aux États-Unis. C'est les néoconservateurs. Et c'est les mêmes néoconservateurs qui ont participé à la création de ce qu'on appelle l'idéologie du choc des civilisations. Donc, si vous voulez comprendre l'histoire des terreaux là dans nos pays, l'idéologie du choc des civilisations, eh ben, le Parti démocrate, le Parti républicain, le réseau qui a la même liste sur ces deux partis qu'on appelle les néoconservateurs, ils font partie des créateurs. Donc ça, c'est quelque chose qui avait même été dit à demi-mot par Donald Trump quand il a accusé Obama, Clinton et Joe Biden d'être responsables de la création de l'État islamique. Il l'avait dit Donald Trump, mais il n'a pas cité par exemple le Mossad, il n'a pas cité ou encore les néoconservateurs américains ou la CIA. Il ne les a pas cités, mais ils en font partie. Donc c'est pour cette raison que le Maroc peut être très dangereux, peut être utilisé, parce que le Maroc est très proche des réseaux néoconservateurs via la France, via Israël. Et le Maroc, c'est la porte d'entrée, je dis bien, c'est la porte d'entrée des néoconservateurs au Sahel, c'est la porte d'entrée des néoconservateurs sur le Méditerranée. Donc c'est pour ça le rôle du Maroc peut être très important, le Maroc peut être utilisé, même si le Maroc a la volonté d'avoir des bonnes relations amicales avec les pays de l'AES, mais le Maroc peut être facilement utilisé par ce pays en matière de renseignement, en matière d'espionnage. Si on sait que entre l'Algérie et la France, on connaît très bien le rôle de l'Algérie. L'Algérie n'a jamais caché qu'il voulait la division du Mali parce qu'il y a des réfugiés de l'Azawad qui sont en Algérie. Ils viennent taper à Kidal et ils s'en vont en Algérie, ça on est au courant. Il y a une partie des réfugiés des Azawad qui sont en France, on le sait, et il y a une partie en Mauritanie. Donc l'Algérie ne s'en cache pas, mais cette Algérie est en accord avec la France sur le plan international. Vous voyez, mais en politique intérieure, il y a des conflits entre l'Algérie et la France. Ça s'explique par des positionnements pro-palestiniens de l'Algérie, parce que la diaspora algérienne en France soutient beaucoup la cause palestinienne, et que à l'intérieur en France, si tu soutiens la cause palestinienne, tu auras le Premier ministre ou le ministre des ministres de l'Intérieur français dans ton viseur. Donc les échanges de mots tendus entre l'Algérie concernant les politiques intérieures, c'est lié aussi au soutien à Israël, et puis avec tous les intellectuels d'origine, comme on appelle, algérienne, qui essayent de vouloir une autre Algérie différente de cette Algérie aujourd'hui. Donc ça, c'est le conflit qui est entre l'Algérie et la France en interne. Mais à l'international, les deux pays sont en accord sur la division du Mali. Donc l'Algérie, on connaît l'intention de l'Algérie. Mais concernant le Maroc, parce que pour comprendre le Maroc, il faut comprendre ce que c'est le choc des civilisations, qu'est-ce que c'est les néoconservateurs américains. Et ces néoconservateurs américains, ils ont développé ce qu'on appelle la théorie du choc des civilisations, qui a été théorisée par un intellectuel qui s'appelle Samuel Huntington, qui est décédé maintenant, lui aussi qui s'est inspiré d'un autre intellectuel américain. Donc la théorie du choc des civilisations, ce n'est autre que le monde est divisé en deux blocs. C'est le monde arabo-musulman, c'est-à-dire tous les pays qui ont l'héritage de l'arabisme, qui ont l'héritage de l'islam, et les pays qui ont l'héritage judéo-chrétien, c'est-à-dire l'Occident blanc, tout ça. Donc leur vision, ça consiste à dire que ces deux mondes ne pourront pas se réconcilier, que ces deux mondes sont irréconciliables. Donc même les gens qui ont fait tomber Kadhafi, par exemple, ils ont l'air relais en France, on va citer des noms, qui ont participé à la